Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%. Voilà. Bon, voilà. Donc je vais me présenter déjà un petit peu professionnellement pour tout le monde, pour que tout le monde sache un petit peu qui je suis et qui se permet de vous parler ce soir. Donc, j'ai commencé il y a plusieurs années à m'intéresser, comment dire, au lien cheval-cavalier par sa concrétisation matérielle, à savoir la selle, le lien matériel le plus important entre les deux corps. Et de mes nombreuses recherches est né le blog saddlefitting.fr. Et de ce blog sont nées de nombreuses rencontres qui m'ont amené à tout simplement à devenir professionnelle et à faire partager comment dire, mes connaissances et à partager mes conseils, mes recherches, mes expériences avec tous les gens qui, comme moi, étaient propriétaires de chevaux et à se poser des questions et ne trouvaient pas de réponse à ces questions, que ce soit des réponses sur du matériel, sur du fonctionnement ou ce genre de choses. Voilà, ça fait 5 ans maintenant que je suis professionnelle et que j'exerce. Je me déplace chez les cavaliers, que ce soit des cavaliers professionnels ou amateurs, enfin particuliers, que ce soit des club hippiques, pour aider un petit peu les chevaux et les gens à être tout simplement bien dans leur selle et au travail. Alors, c'est une science qui est en constante évolution, puisqu'on travaille toujours sur du vivant. Le vivant qui est le cheval, le vivant qui est le cavalier, et sur un processus d'évolution qui est l'équitation et qui suppose, on pourrait dire, un progrès permanent, puisque le but, c'est d'atteindre un objectif, mais c'est d'en vivre le chemin jusque-là. Et donc, j'aime assez comparer la selle en général à des skis. Alors pourquoi des skis? Parce que c'est un objet technique qui fait interface aussi entre l'homme et l'objet de son sport. Alors bon, l'objet du sport en équitation, c'est le cheval, c'est la neige pour ceux qui font du ski, mais le ski est un objet, à mon sens, tout aussi technique que la selle, au sens où il va répondre à des contraintes de pression, de torsion, de distribution du poids, de flexibilité, gérer des notions de vitesse, de déplacement, de gestion de trajectoire, etc. etc. Et comme à ski, le cavalier va devoir adapter son matériel à son niveau, à sa pratique et au type de matériel sur lequel il travaille, puisqu'on n'a pas les mêmes skis pour faire de la poudreuse ou de la piste gelée. De même, on n'a pas le même type de selle pour monter un jeune cheval d'obstacle et un cheval confirmé de dressage, au niveau des matériaux employés, au niveau des sensations recherchées, etc. Donc, voilà pour la base de ma philosophie, si je peux dire ça comme ça. Alors, bon, du coup, je suis moi-même mon propre PowerPoint sur mon ordinateur pour garder un peu le fil conducteur de tout ça. Donc, la selle, à ma connaissance, c'est un des objets qui doit répondre, en termes de design, à une complexité assez
assez poussé, puisque son ergonomie doit tenir compte non pas d'un corps, mais de 2 corps. Et à ma connaissance, j'ai beau réfléchir, je ne trouve pas doit répondre à ce cahier des charges-là, de correspondre à 2 corps qui sont ceux de 2 espèces différentes, de 2 espèces vivantes. Le cavalier, qui est un humain bipède avec un équilibre vertical, une colonne vertébrale érigée verticalement. Le cheval, un quadrupède avec une colonne vertébrale qui fonctionne sur un plan horizontal. Et les deux ont bien entendu des mouvements, des équilibres qui sont complètement différents. Et la selle doit réussir à conjuguer ces 2 équilibres et ces 2, ces 2 masses mouvantes d'os, de muscles, de tendons. Donc, voilà, il y a déjà un premier critère d'ergonomie là qui est assez compliqué et qui tient à la nature des 2 parties prenantes à ce sport qu'est l'équitation. Donc, la selle, ça résulte pour moi d'une approche qui est triple. C'est-à-dire que donc il y a la composante ergonomique. Donc, l'ergonomie, c'est tout simplement le fait de créer et d'adapter un objet à un usage. Donc là, on a une double ergonomie. On a l'ergonomie cheval, on a l'ergonomie cavalier, qui nécessite donc d'avoir de bonnes connaissances sur les fonctionnements physiologiques et biomécaniques des 2 individus en présence. On a ensuite une composante artisanale, donc artisanale et qui aujourd'hui tend à s'industrialiser pour certains processus, mais qui reste quand même relativement fait à la main, si on peut dire, parce que même les selles, on va dire les Winpeg, pour prendre le parangon de la selle industrielle, ça suppose quand même un assemblage manuel précis et tout n'est pas fait par machine, loin de là. Donc, il y a une réflexion dans la conception et dans le processus de fabrication de l'objet qui prend toute sa part. Et un troisième angle d'approche de l'objet qui est l'approche équestre. Parce que même au sein d'une même discipline, prenons par exemple le dressage, on va avoir différentes façons de travailler les chevaux, différents types de chevaux, différents types de cavaliers, différents objectifs. Et entre un cavalier, on va dire, de dressage académique qui monte des chevaux ibériques pour aller vers des allures rassemblées et très stylisées, et un cavalier de compétition qui utilise, on va dire, des chevaux avec un fort mouvement en avant, on ne va pas avoir du tout les mêmes objectifs d'utilisation des corps, et donc du coup, le matériel va devoir s'employer et donc être conçu et réalisé de façon très différente. Donc, pour comprendre réellement les enjeux que pose la selle, il faut vraiment pouvoir comprendre qu'on parle là avant tout d'un objet technique et d'un objet fonctionnel avant de parler de tout le reste et pas comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui, à grand renfort de marketing et d'options toutes plus bling les unes que les autres, à un objet de conception de luxe qui serait finalement une sorte de maroquinerie haut de gamme. Voilà, donc ce soir, je vais présenter rapidement la partie cheval. Donc là, pendant une dizaine de minutes à peu près, je vais poser quelques bases d'hippologie. Et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions que l'on notera et auxquelles je répondrai au fur et à mesure. Alors bon, là, ça va être assez complexe de faire du cas par cas ce soir, mais on va essayer d'axer ça déjà sur le cheval, sur la connaissance du cheval et sur ce que la selle peut amener par rapport à notre animal. Et je pense que toute la partie équitation, cavalier et artisanat feront l'objet
webconférences futures et à venir. Donc, j'ai tendance à considérer que au niveau de la sellerie, comme au niveau de l'équitation de façon plus générale, on est quelque part dans une balance entre un héritage traditionnel assez lourd et une modernité qui s'installe rapidement et qui en même temps est gérée de façon assez, comment dire, rocambolesque. On va dire ça comme ça. Donc, la première chose à considérer, avant tout, puisqu'on va parler du cheval, c'est l'évolution du cheval au cours de, mettons, ces 100 dernières années. On est passé d'une notion de cheval-outil à un cheval qui est utilisé aujourd'hui pour le sport, de façon plus générale pour le loisir. Le cheval de travail, le cheval d'armée, le cheval de guerre n'existant plus réellement. Ces évolutions au niveau de l'utilisation du cheval, et donc des disciplines pratiquées avec les chevaux, ont supposé une évolution du cheptel général des équidés à travers la création de certaines races, la disparition d'autres races, et des évolutions morphologiques qui permettent, par la sélection génétique, de façonner le cheval de selle et de sport moderne, ou le cheval de randonnée, ou le cheval d'attelage, etc. etc. Et on a aussi, après tout ce travail sur l'élevage et donc sur la conformation et sur l'aspect du cheval, une évolution de la connaissance au sens scientifique du cheval. C'est-à-dire qu'on sait de plus en plus de choses sur les chevaux, et pour autant, le vieux vocabulaire qui est lié au cheval reste toujours en usage. C'est-à-dire qu'on parle toujours de rein pour désigner la région lombaire, par exemple. On parle d'inclination de la croupe, alors qu'en réalité, c'est l'inclination du sacrum, ce genre de choses. Donc, ce mélange des termes vernaculaires et des termes scientifiques qui font de tout ça un joyeux fouillis qui est parfois assez difficile à appréhender. Donc, au niveau du cheval, il y a, d'aucuns diraient une évolution, certains y verront peut-être un progrès, mais pas forcément tout le monde, qui se retrouve aussi dans l'évolution de l'humain par rapport au cheval. On est passé de l'homme de cheval au sens de l'humain qui pratique le cheval au quotidien comme partenaire de travail à quelqu'un qui va consommer l'équidé, alors pas forcément sous forme de steak, mais qui va consommer l'équidé pour sa pratique équestre, que ce soit une pratique à pied, montée, attelée, peu importe. Mais le cheval est devenu non plus un centre de la vie et un outil de travail de tous les jours, mais un bon moyen de gagner son argent de dépenser son argent qu'on gagne par ailleurs. Et on constate du coup qu'il y a avec l'évolution de la science, une forte augmentation peut-être des connaissances théoriques, mais par un mouvement un peu inverse, une perte de sens pratique de ce qu'on peut appeler le horsemanship, c'est-à-dire que la qualité de l'homme de cheval se perd et on en vient finalement à des connaissances qui sont un petit peu déconnectées de la fonction première du cheval, et fonction première qu'on doit toujours monopoliser et utiliser en équitation. Et dans tout ça, la sellerie ne fait pas exception. C'est-à-dire que si on s'en tient à la sellerie traditionnelle, comme on peut considérer la sellerie Camargue, la sellerie ibérique, la sellerie western, donc toute cette sellerie de travail et la sellerie de sport, que ce soit sellerie classique, sellerie anglaise pour la selle de saut, la selle de dressage, on a une sorte d'évolution qui va perdre d'une certaine façon sa praticité
et qui va tendre vers une espèce d'hyper-spécialisation, mais qui va être un petit peu déconnectée finalement de la réalité fondamentale des choses, à savoir l'ergonomie basique de ce que c'est qu'un cheval, de ce que c'est qu'un cavalier. Et on a tendance aujourd'hui à mélanger un peu tout. Donc les conceptions sont biaisées, le marketing fait beaucoup de dégâts, on prône certains matériaux comme étant des matériaux de pointe, alors que finalement, c'est peut-être vrai dans le domaine de l'aéronautique, mais ça, les contraintes physiques qui s'appliquent à l'équitation ne sont pas du tout les mêmes, et donc c'est absolument crétin de vouloir appliquer certaines normes d'un secteur à un autre qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Donc tout a évolué. De là à dire que c'est pour le mieux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des choses très intéressantes qui se créent et en même temps, j'ai un peu l'impression qu'on réinvente perpétuellement la roue alors que finalement, il y a des choses qui fonctionnaient très bien par avant et pour autant, les connaissances ayant progressé, je crois qu'en ergonomie, on a fait d'énormes progrès ces, je ne sais pas, 30, 40, 50 dernières années. Donc, la selle par rapport au cheval va se penser par rapport au cheval de selle, naturellement. Un cheval qui n'est pas monté n'a pas besoin d'avoir une selle adaptée. Ça peut inciter certaines personnes à réfléchir sur ce que c'est qu'un cheval de selle et sur ce pourquoi on a sélectionné génétiquement des chevaux de selle. Un cheval de selle, c'est un cheval qui est génétiquement sélectionné pour sa capacité à porter un cavalier. C'est-à-dire qu'un cheval de trait n'est pas génétiquement fait pour ça et son mouvement premier n'est pas celui de porter avec son dos, mais de tracter avec ses épaules. Donc, par ce simple postulat de départ, on peut déjà se rendre compte que d'un individu à l'autre, la capacité à porter et à prendre en charge le poids d'un cavalier n'est pas innée, doit être travaillée et est plus ou moins aisée à développer selon les individus. Ça, c'est une chose dont il faut tout à fait avoir conscience quand on choisit un cheval. Plus on choisira un cheval qui, dans la génétique, dans la conformation et dans l'usage, est éloigné à la base de ce que c'est qu'un cheval de selle, plus il sera difficile à sceller et à travailler sous la selle par la suite. Voilà, premier point. Second point, il faut coupler cette capacité à porter le cavalier à ce qu'on va appeler, pour reprendre les termes du docteur Pradier, l'inné locomoteur. L'inné locomoteur, en équitation, on intervient dessus continuellement, puisqu'il est modifié par la présence du poids du cavalier sur le dos du cheval, sans parler de l'éventuelle bagagerie, ce genre de choses quand on parle de cavalier de randonnée, par exemple. Donc l'inné locomoteur, qu'il soit mobilisé pour styliser les allures en dressage, pour aller très vite en course ou en endurance, pour sauter des obstacles en CSO ou en cross, il est modifié, il est travaillé perpétuellement et la locomotion suppose le dos du cheval. Parce que le segment dorsal fait partie intégrante de la locomotion. Donc, la selle, par son interaction sur le dos, va devoir permettre au cheval de développer ses capacités physiques en vue de l'équitation et tout en lui permettant de supporter le poids du cavalier. Et c'est un peu la problématique de base de la selle. C'est de répondre à cette double question de portance et de mobilisation de ses capacités physiques qui sont forcément impactées par la présence d'un poids sur son dos. Donc, je vous avais préparé des petites planches anatomiques sur le squelette et sur les muscles pour faire un détail de base, mais bon, puisque je ne peux pas vous les projeter. Je peux vous les remettre en clignotant si vous voulez. Qu'est-ce que tu as dit, Nathalie? Je peux les remettre en clignotant. Non, mais écoute, ça va être compliqué. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la place de la selle va être délimitée de façon très précise sur le dos du cheval
par la présence de l'omoplate, donc de la partie supérieure du membre antérieur à l'avant de la selle. Donc, la selle ne devra en aucun cas reposer sur les épaules du cheval, mais bien derrière, et que la selle sera limitée à l'arrière par la dernière côte. C'est-à-dire que la selle va reposer sur la cage thoracique du cheval sans venir bloquer ni le fonctionnement du segment lombaire, ni le fonctionnement des antérieurs du cheval. Elle va reposer sur les muscles du grand dorsal, du long dorsal, trapèze, et de tous les muscles profonds que peuvent être le spinalis et j'ai oublié son nom, le multifide, voilà. Donc tout ce qu'on appelle le groupe des érecteurs spinés. Ces muscles font partie intégrante et absolue de la locomotion du cheval. Et toute surpression, tout frottement, toute gêne au niveau physique et musculaire va bloquer de façon mécanique le cheval dans son mouvement. Voilà, donc ça c'est au niveau du cheval, c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut absolument respecter. La selle doit reposer sur la partie stable qui est la cage thoracique du cheval et permettre aux parties mobiles de fonctionner. Quand on rattache tout ça aux notions de, on va dire, la biomécanique fondamentale du cheval, on va se rendre compte qu'on va rechercher, du moins en équitation, ça va être un mouvement qui est généré par la flexion des articulations postérieures. Donc, le boulet, le jarret, le grasset et l'articulation coxo-fémorale vont travailler en compression et décompression, comme les pistons d'un moteur, pour développer la puissance et la propulsion du cheval vers l'avant. La région lombaire, donc un petit peu en avant du bassin, va être mise en action par cette flexion-là pour accumuler la puissance. Donc, quand on regarde, par exemple, un pur sang de course qui galope, on voit une flexion-extension très, très prononcée dans cette région. Et c'est là qu'on voit tout le travail de puissance que le rein du cheval est capable de fournir. Le segment dorsal, donc la cage thoracique, et les vertèbres dorsales auxquelles elles sont rattachées, les côtes sont rattachées, va fonctionner comme un arbre de transmission, tout simplement, du mouvement. Donc aujourd'hui, avec ce qu'on recherche en termes de locomotion chez les chevaux, à savoir beaucoup de puissance de derrière et beaucoup de gestes de devant, le segment dorsal a tendance à se raccourcir pour avoir une transmission plus rapide et plus directe, ce qui peut être à la fois un avantage et un inconvénient, donc on y reviendra un petit peu après. Et enfin, ce mouvement donc, qui est généré par les articulations postérieures, accumulé par les lombaires, transmis par le dos, ce mouvement va être récupéré, dirigé et équilibré par l'avant-main. Donc l'avant-main, je le rappelle, c'est la tête, l'encolure et les membres antérieurs du cheval, donc les épaules du cheval. Si l'on veut une direction et un équilibre qui soient cohérents, il faut absolument que la selle libère les épaules et l'avant-main du cheval. Voilà. Ça, c'est dans l'idéal une locomotion fonctionnelle pour un cheval. C'est ce qu'on appellerait, c'est ce que les Allemands appellent un cheval qui marche avec son dos. En fait, plus qu'avec son dos, il marche avec tout son corps. Il utilise tous ses balanciers, il utilise l'ondulation de sa colonne vertébrale pour se mouvoir souplement et avec amplitude. Et on opposerait à ce marcheur au dos un marcheur aux jambes qui est un cheval qui se déplacerait qu'en utilisant ses membres en soutien au sol, mais qui ne fonctionnerait pas du tout avec son dos. Typiquement, c'est ce qu'on peut voir chez les chevaux dits d'allure, comme les Islandais ou les Paso-Fino ou ce genre de choses. Si vous les regardez se déplacer, le dos ne bouge absolument pas. Ça crée du confort, mais en termes de locomotion, ça signifie que l'effort n'est pas réparti à travers tout le corps, mais fonctionne uniquement sur les membres. Alors, ce n'est pas forcément un défaut d'allure, au sens où ce sont des chevaux qui sont sélectionnés génétiquement, là encore, pour ça.
Mais c'est une locomotion très particulière et ça n'est pas ce qu'on recherche en équitation classique. En équitation classique, par classique, j'entends l'équitation, on va dire l'équitation des 3 disciplines olympiques qui est la plus pratiquée par chez nous. Il faut bien faire un choix de fonctionnement à un moment. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette équitation classique veut un cheval qui s'emploie sportivement avec tout son corps, que ce soit au-dessus des barres ou sur le carré, ou même un cheval d'endurance qui, pour tenir, devra répartir l'effort à travers tout son corps. Bon, il faut qu'il puisse employer son dos correctement, donc il faut que la selle lui permette d'employer son dos correctement. Donc la selle, par rapport à tout ça, doit en fait reposer uniquement sur le segment dorsal, donc sur le segment de transmission. Et on comprend que tout problème directement sous la selle va couper la transmission de l'arrière vers l'avant. Toute selle qui serait placée trop en avant, qui serait trop serrée au niveau ou trop large au niveau de l'avant-main, va nuire à la direction et à l'équilibre du cheval. Et toute celle qui serait trop reculée sur le dos du cheval ou trop longue va nuire à la capacité du cheval à se propulser et à fléchir et étendre sa région lombaire. Donc, la selle peut vraiment fondamentalement nuire à la biomécanique, c'est-à-dire au mouvement juste du cheval. Eugénie, je t'interromps 2 secondes parce qu'on a une question là qui nous vient, qui concerne les selles western, qui dit très exactement, j'en donne lecture, les selles western s'appuient au-delà de la fin de la cage thoracique vu la longueur qu'elles font. Est-ce qu'elles sont donc toutes mal adaptées ou alors il y a une autre répartition de poids dans le cas de ces selles? Alors, en réalité, la selle western, quand elle est bien adaptée, bon, je ne suis pas spécialiste en western, hein, mais c'est de mes rencontres et lectures que j'ai tiré cette conclusion. La selle western qui est bien adaptée, en réalité, n'exerce de poids qu'à l'endroit où se situe l'arçon. Et si on regarde un arçon de western, la forme des patins, ce qu'on appelle les barres dans leur jargon, c'est exactement celle de la surface portante qu'on considère en classique avec les matelassures. Donc, une selle western bien adaptée ne répartit fondamentalement la pression du cavalier que au niveau de la cage thoracique, donc là où le cheval est supposé pouvoir porter. Là où ça dépasse, c'est un petit peu comme un porte-bagages. C'est pour soutenir, mettons, un imperméable, des sacoches ou que sais-je. Mais il n'y a pas de répartition de poids qui se fait à cet endroit-là. Parce que quand on regarde comment fonctionne un cheval de reining qui va être employé pour faire des spins, des sliding stops, ce genre de choses, donc avec une flexion extrêmement prononcée du rein, le rein est parfaitement dégagé dans sa mobilité. Voilà. Après, bah, c'est comme pour tout, si la selle western est mal choisie, et bah, ça ira pas à un point, c'est tout, quoi. Mais on en vient toujours à, on en vient toujours à la même conclusion. C'est-à-dire que c'est le choix de la selle par rapport à l'individu cheval et à l'individu cavalier qui en déterminera la performance. C'est pas le style de la selle en elle-même qui fera que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. C'est comme un mors de bride. D'aucuns diraient, oh, un mors de bride, c'est extrêmement méchant. Oui, c'est méchant si on ne sait pas l'utiliser et surtout si c'est mal choisi. Mais si c'est utilisé correctement et choisi correctement, il n'y a pas de raison que ça fasse plus mal. C'est un outil. Et une selle, c'est un outil. Voilà. Valérie dit que c'est la même chose avec les selles rando. Exactement. Exactement. Une bonne selle de randonnée doit libérer le rein du cheval. Alors, la bagagerie ne doit pas porter sur les lombaires sous peine de causer probablement de graves douleurs au cheval au niveau des apophyses transverses notamment. Alors j'en profite pour te poser 2 autres questions qui venaient. Une question de Maëlie qui aimerait avoir la définition du cheval de selle. Puis il y avait une autre question également qui demandait des exemples de races typiquement de selle et d'autres qui seraient des races non destinées à des chevaux de selle.
Alors, c'est difficile de parler de race, surtout avec ce qui se fait aujourd'hui au niveau des studbooks, à savoir un joyeux mélange. Concrètement, un cheval de selle, c'est un cheval qui a un dos suffisamment long et fort, avec de bonnes attaches, pour pouvoir supporter correctement le poids d'un cavalier. Avec de bons aplombs, avec un rein bien attaché, pas de cassure au niveau du dos, une musculature homogène. Un cheval qui a été sélectionné pour. Alors, des chevaux de selle, ça peut aller du pur sang arabe au KWPN, en passant par le Camargue et le selle français. Tout ça, ce sont des chevaux de selle. C'est à mettre en opposition, par exemple, avec un cheval de trait, que peut-être un comtois. Un comtois, c'est pas un cheval qui est fait pour être monté à la base. Un percheron ou encore un frison. C'est pas des chevaux qui ont été génétiquement fabriqués par l'homme pour être montés. À la base, c'était des chevaux qui étaient destinés à être attelés. Voilà, comme dit Stéphane, c'est la différence entre race et type. C'est exactement ça. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de race. Et puis, il y a des frisons qui sont... bon, je prends le frison parce que c'est un exemple caricatural et en général, en sellerie, c'est ou tout pour ou tout contre. C'est-à-dire que soit c'est tout à fait sellable, soit c'est complètement insellable. C'est des chevaux qui sont vraiment faits pour l'attelage et qui n'ont pas vraiment de capacité athlétique. Pour autant, ça n'empêche pas certains sujets d'avoir un type de cheval de selle, d'avoir un très bon dos, un rein bien attaché, des épaules solides, et d'autres d'être complètement immontables parce que juste ils ont un dos qui n'est pas du tout fort. Et donc, c'est des chevaux qui nécessiteraient un entraînement extrêmement spécifique et difficile techniquement à mettre en œuvre pour un cavalier. Un cheval de selle, c'est tout simplement un cheval dont le type le rend pratique à l'usage sous la selle. Et là, on parle uniquement du type. On laisse de côté complètement les aspects du mental et du potentiel sportif. C'est encore autre chose. Eh bien, je te remercie, Eugénie. Cassie demande si c'est la longueur totale de la selle qui compte ou la partie qui est en contact, puisque sa selle de rando dépasse à l'arrière la dernière côte, mais elle ne porte pas de traces du contact. Donc, elle ne semble pas gêner le cheval. Alors, ça dépend. Ça dépend du cheval, ça dépend de son fonctionnement dessous en réalité. Et ça dépend aussi de la capacité du cavalier à positionner à positionner le corps de son cheval dans une attitude qui fait que le dos va être bien placé ou mal placé pour porter. On en revient toujours à la même chose. La selle, elle permet au cheval de porter le cavalier. Mais la selle n'est pas le seul facteur qui fait que le cheval peut porter un cavalier, puisqu'il y a aussi toute l'éducation et la musculation, le travail de musculation et donc la mise en place d'une musculature spécifique à porter un cavalier. Donc, une selle peut être un petit peu plus longue en soi que la surface d'appui théorique, si elle ne porte absolument pas sur les apophyses transverses des vertèbres lombaires et que les muscles des carrés des lombes et les grandes psoas peuvent fonctionner sans être gênés, pourquoi pas. Maintenant, c'est vraiment du cas par cas et on ne peut pas préjuger. Il y a des chevaux pour qui on va aller parfois même jusqu'à un petit peu après la dernière côte. Et il y a des chevaux pour lesquels sont tellement faibles dans les lombaires qu'on va sceller très court et on ne va même pas aller jusqu'à la dernière côte. Bon, là, je pense typiquement aux chevaux espagnols de certains types qui ont le rein long, extrêmement flexible et faible. Ces chevaux-là, il faut absolument jamais dépasser la dernière côte parce que sinon, on les bloque complètement dans leur arrière-main. Alors, Florence nous disait aussi, j'ai l'impression que le dressage d'aujourd'hui n'emploie que les jambes et dans le dos. Le cheval est presque immobile au niveau du dos. Le cavalier ne bouge pratiquement pas. Alors, ça c'est une grande question. Bon,
quand le cheval est en attitude de présentation, il faut savoir que la musculature de la ligne du dessus fonctionne par ce qu'on appelle la contraction isométrique, c'est-à-dire qu'on fixe l'attitude du cheval parce que c'est son attitude de présentation. Et ces chevaux sont musclés et sont dressés pour fonctionner pour. Maintenant, dans leur entraînement, ces chevaux-là, on leur demande beaucoup de fonctionnement dans le dos. Après, ça vient aussi de leur type. C'est des chevaux sur lesquels on raccourcit énormément la longueur du dos. Donc, c'est des chevaux qui ne sont pas très flex dans le dos et qui ont naturellement un dos très, très tendu, voire surtendu, trop tonique. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose et on en arrive par la sélection à des chevaux qui ne fonctionnent plus par le dos. On a tellement sélectionné une grosse locomotion avec une transmission ultra courte que le dos ne joue plus son rôle. C'est difficile de tirer des généralités parce qu'effectivement, ce qu'on voit sur les rectangles de dressage avec des chevaux qui sont très en place et un sternum et tout le bloc thoracique qui est continuellement poussé vers le haut pour porter le cavalier, ça vient de leur dressage, ça vient de leur éducation, ça vient de leur travail et de leur musculation. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que ces chevaux-là ne se servent pas de leur dos? Je ne sais pas. Ça dépend tellement, parce qu'on voit tout entre un Karl Lester et un Edward Gall et une Karen Tebar et une Isabelle Verte et une Ankie van Grusven. On a des façons tellement différentes de travailler les chevaux, des chevaux qui sont même parfois tellement différents les uns des autres. Difficile de dire. Alors, Lisa nous dit aussi, et par rapport au garrot des chevaux, garrot saillant, quels sont les points sur lesquels on doit être vigilant? Eh bien, jamais aucun contact de la selle avec le processus épineux en aucun point de la colonne vertébrale, que ce soit au niveau du garrot ou même plus bas sur les dorsales basses, entre les dorsales 14 et 18, on va dire. Il faut toujours qu'il y ait, une fois la selle sanglée et le cavalier en selle, un dégagement à la fois sur le dessus, mais aussi sur les côtés du processus épineux pour dégager les ligaments paraspinaux, qui soit absolu. Et mais ça vaut pour les garrots saillants et pour les garrots noyés, quoi. C'est la colonne vertébrale, enfin le processus épineux, c'est quelque chose de tellement complexe que il faut absolument pas le bloquer, sinon on bloque le mouvement du cheval et on lui fait mal, parce qu'on est sur des terminaisons nerveuses, on est sur des apophyses osseuses qui sont extrêmement fines et qui peuvent casser très facilement. Ça arrive de voir des apophyses fracturées, c'est pas rare. C'est pas pour autant que les chevaux sont immontables, mais ça demande d'autant plus de précautions par la suite, quoi. Marie-Laure demande quelle est l'importance ou la nécessité, obligation de la longueur des quartiers d'une selle de dressage. Cette selle en particulier doit-elle avoir de longs quartiers? Non, pas du tout. Alors là, c'est une question qui va plutôt toucher au cavalier et donc on en parlera la prochaine fois. Mais non, la longueur des quartiers, ça dépend de la longueur de la jambe du cavalier. Et Caroline reprend la question de Joël, quid des selles sans arçon? Alors là encore, c'est extrêmement difficile de faire des généralités. Alors bon, il se trouve que pour les gens qui auraient acheté le dernier numéro du magazine Cavalière, j'y ai été interviewée pour un article de 3 pages sur le sujet. Donc je vais essayer de résumer assez succinctement ce que j'y ai écrit. Ça dépend. La seule chose qu'on peut dire au niveau de la selle sans arçon, c'est que c'est une selle qui est faite pour être utilisée assis, que c'est une selle qui n'est pas faite pour l'équitation de sport et que c'est une selle qui n'est pas faite pour les dos pointus. Les dos démusclés, c'est pas pour. Alors, je pense que tu vois Cassie, la question de Cassie. Pour les chevaux au dos court, il est difficile de trouver une selle pour un cavalier de 17,5 trop long ou si elle est trop petite pour le. Alors, attention à ne pas confondre la taille du siège,
qui s'adresse aux fesses du cavalier et la longueur de contact de la selle qui correspond au cheval. En effet, on peut avoir une selle de 18 pouces qui pose sur une portance très courte et une selle de 16,5 qui pose sur une zone assez étendue. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Maintenant, cette question-là, elle pose en fait le fondamental hors de gabarit entre le cheval et le cavalier. C'est-à-dire qu'un très grand cavalier sur un tout petit cheval ou un tout petit cavalier sur un très grand cheval, c'est triste à dire, mais c'est pas fait pour aller ensemble. Ça arrive d'avoir des cavaliers qui sont trop grands pour les chevaux. On n'a pas la place entre l'épaule et la dernière côte du cheval de faire tenir ce cavalier là-dessus. Donc c'est plus une question de rapport de gabarit. Et effectivement, plus les gabarits sont dissemblables et plus la conception d'une selle va être compliquée et donc nécessiter un gros budget parce que plus c'est compliqué à fabriquer, plus on est dans une demande ultra technique et ça demande de bonnes capacités de conception et de réalisation par la suite. Alors, je te propose peut-être que tu répondes aux questions qu'on a là, au niveau des protèges d'eau, et puis ton opinion sur les selles Wintec, et puis tu reprends ta présentation après, peut-être, histoire quand même qu'on arrive au bout de ta présentation. Alors, bon, je rebondis tout de suite sur la question de Joël. Trop grand ou trop lourd, c'est pareil? Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Trop grand ou trop lourd, c'est pas la même chose. On peut être tout petit et très très lourd, et on peut être très grand et ne pas gêner du tout son cheval. C'est une question de gabarit. Le gabarit, c'est un rapport poids-taille. Ensuite, que penser des selles Wintec? Que le grossiste français les a très très mal marketés, mais que sur le site de Wintec, c'est très clair. Ce sont des selles qui offrent un excellent rapport qualité-prix, qui sont très bien conçus, mais qui sont absolument loin de correspondre à tous les chevaux et à tous les cavaliers d'ailleurs. Donc, que ce sont de bonnes selles, mais que, et ce que je vais dire là, ça s'applique à toutes les selles, quelle que soit leur marque, quel que soit leur prix. La valeur d'une selle, c'est pas le prix qu'on la paye. Pour moi, c'est vraiment sa capacité à remplir son rôle technique, donc sa fonction. Est-ce qu'elle est adaptée au couple cheval-cavalier ou pas? Donc, une Wintec à 500 €, ça peut fonctionner 50 000 fois mieux qu'une selle de grande marque à 4 000 €. C'est pas parce qu'on achète une paire de Louboutin à 800 € ou à 1 000 € qu'on sera forcément bien dedans. Et pour autant, c'est des chaussures super belles, très bien faites, avec des matériaux très haut de gamme. Et si on n'a pas le pied pour, on n'a pas le pied pour, point. C'est tout. Il y avait les amortisseurs. Ouais, alors, la question de l'amortisseur. Conseillé ou pas, ne gêne-t-il pas en fait la libération des vertèbres? Alors, oui, si la gouttière n'est pas assez large. Est-il un objet utile, nécessaire, obligatoire ou futile? Son utilisation dépend-elle de la qualité de la selle pour protéger le dos du cheval? Alors, vaste question. On ne doit pas utiliser un amortisseur pour pallier une déficience d'adaptation de la selle, dans l'absolu. Ça peut arriver qu'on le fasse malgré tout, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Pour ma part, je n'utilise pas souvent d'amortisseur, parce que j'estime qu'une selle correctement adaptée dans un usage amateur d'un cheval en bonne santé ne le requiert pas. Néanmoins, il y a des cas de figure qui le nécessitent. Un cheval de haut niveau qui va fournir des efforts physiques considérables va tout à fait pouvoir bénéficier de l'usage d'un amortisseur en renfort de la selle, mais encore une fois, la selle doit être adaptée au préalable.
un cheval qui a eu le dos abîmé, qui a, je ne sais pas, des atrophies musculaires importantes suite à une maladie ou des conflits de processus épineux, par exemple, qui est particulièrement chochotte, oui, dans ces cas-là, on mettra un amortisseur pour améliorer son confort. Un cavalier qui est très lourd, qui n'est pas stable sur sa selle, oui, on peut utiliser un amortisseur pour améliorer le confort du cheval parce que la charge là-haut, elle n'est pas très agréable à porter. Donc, bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est comme pour les selles sans arçon. Il n'y a pas de réponse absolue. Il y a des bonnes conceptions, il y a de mauvaises conceptions. Le tout, c'est de faire un choix et un usage raisonné selon un certain nombre de critères qui, tout mis bout à bout, relèvent de la compétence d'un professionnel. Il y a une question pour un professionnel que tu as là, hein, je dois changer de selle, mais je ne sais pas vers qui me tourner. Alors, ah oui, alors ça, c'est une remarque qui revient très très souvent. C'est vrai, et en même temps, c'est extrêmement caricatural. De grands selliers, qui soient français ou pas français d'ailleurs, qui sont largement meilleurs que certains saddle fitters. Et il y a des selles vendues par les saddle fitters qui sont peut-être maxi adaptables aux chevaux, mais tout aussi adaptables aux cavaliers. Ça dépend. Ça dépend des marques. Alors, la marque, en fait, c'est pas intéressant d'un point de vue. Ça va être intéressant du point de vue conception. La marque, c'est le reflet d'une conception, c'est-à-dire que la personne qui a mis au point cette conception a une certaine idée de la sellerie et attend certaines choses de ses produits pour certains chevaux. Il y a certaines marques qui sont ultra spécialisées dans une discipline, dans un type de cheval, et si le sellier est honnête, il saura tout à fait dire « Oui, mais moi, ma spécialité, c'est ça, et en fait, je ne vais pas aller faire autre chose parce que je ne sais pas faire autre chose. » Il y a des marques qui sont généralistes parce qu'elles peuvent se permettre de l'être, parce qu'elles ont suffisamment de capacité de production, de recherche, de développement et d'expérience et de recul pour pouvoir fournir un nombre de selles dans différents modèles, différents arçons, différentes matelassures, suffisamment pour pouvoir équiper un plus grand nombre de chevaux. Mais très honnêtement, je ne connais aucun sellier qui soit capable de seller tous les chevaux et tous les cavaliers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de marques et de conceptions qui existent. Il y a certaines conceptions qui ne devraient pas être sur le marché, hein, qui sont mauvaises, point barre. Mais un bon sellier de façon générale, et pour en citer un, Wintec, par exemple, peut offrir pas mal de solutions dans plusieurs disciplines, mais à certains types de chevaux et à certains types de cavaliers, et en aucun cas ne sera susceptible d'équiper tout le monde. Voilà. Donc, bien évidemment, en partant d'un discours comme ça, le sellier qui dit que son modèle standard va à 90% des chevaux, c'est au mieux un menteur, au pire un ignorant, ou l'inverse, je ne sais pas trop quoi. Et Marie-Laure, la morphologie du cheval change. Et doit-on avoir… Prise de poids, par exemple, la selle peut-elle devenir obsolète pour ce même cheval? Alors, oui, tout à fait. Si les matériaux de la selle ne sont pas conçus pour être évolutifs. Personnellement, enfin, j'ai choisi dans les marques avec lesquelles je travaille de façon rapprochée, des marques pour lesquelles on peut faire évoluer un minimum les critères d'adaptation pour le cheval, à savoir l'arçon, les matelassures et le sanglage. Donc tout ce qui va permettre en fait de répartir le poids sur le dos du cheval et de libérer les zones qui doivent être absolument épargnées, à savoir les épaules, la colonne vertébrale et les lombaires. Les amortisseurs en feutre, meilleurs que les autres ou pas? Moi, je ne suis pas très fan du feutre dans l'absolu, dans la mesure où je trouve ça assez rigide. Ma préférence
Mais encore une fois, c'est une question de feeling avec un matériau. Personnellement, c'est le mouton. Alors après, là, j'ai des nouveaux trucs à l'essai. Un amortisseur américain qui s'appelle Thinline. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser encore, on verra. À chaque cheval sa selle, dit Marie-Laure. Oui et non. On ne peut pas dire ça à un cavalier professionnel qui a un piquet de 10 chevaux à sortir et valoriser en concours. C'est pas possible. Mais par exemple, un cavalier d'obstacle qui va avoir dans son écurie 8 chevaux d'obstacle, qui sont tous travaillés par un même cavalier, bah, c'est des chevaux qui sont tous issus d'un même type d'élevage pour une même discipline et qui sont travaillés techniquement par un même cavalier. Donc, ce type-là pourra peut-être se permettre d'utiliser, et moyennant après l'utilisation d'amortisseurs ou de tapis correcteurs, une même selle, peut-être pas sur ses 10 chevaux, mais d'avoir 2-3 selles qu'il va faire tourner sur son piquet. Et quand il rentre un nouveau cheval, il regarde qu'est-ce qui va le mieux, il fait une adaptation à peu près, et puis bon, après, voilà. Mais bon, dans l'optique où on travaille sur un couple cavalier-cheval, où c'est un couple qui est fait pour durer pendant des années, alors oui, là, on peut se permettre d'avoir une selle, et c'est même pas une selle pour un cheval, c'est une selle pour un couple cavalier-cheval. Parce qu'en fonction du cavalier qu'on met dessus, on ne mettra pas la même selle. Et donc, Cassie, il y a peu de choix pour les chevaux au dos court en France. Et dit-elle, c'est la galère de s'adresser à l'étranger. Bah, ça dépend ce que c'est un cheval à dos court, en fait. Les selles de marque française sont généralement pas super longues. Elles sont assez cohérentes. D'après mes statistiques, la surface portante moyenne d'un cheval, c'est autour de 44-45 cm. Bon, les selles françaises sont assez souvent dans cette moyenne-là. Elles sont rarement beaucoup plus longues. Typiquement, les selles anglaises sont plus longues. Les selles allemandes tendent, et encore une fois, tendent à être plus courtes. Il n'y a pas de généralité possible. En France, la galère, ça va être surtout pour moi de trouver des arçons modulables. Mais bon. Ça, c'est un problème de choix de matériaux de la part des fabricants français. Ensuite, l'avis sur les sangles, Éric Le Tixeran. Mais c'est des bonnes sangles, mais le problème, c'est que trop d'élasticité, ça nuit à certains chevaux qui manquent un peu de gainage. Audrey, ma monitrice d'équitation m'a une fois conseillé d'investir dans une bonne selle. Elle parlait d'un budget de 1 500 €. Ça change tout pour le cavalier et qu'une selle va à n'importe quel cheval. M'intéressant au saddle fitting, ça va à votre avis? Filez-lui mon numéro de téléphone et qu'elle m'appelle. Puis on se fera un devoir de la faire changer d'avis pour qu'elle comprenne que si elle met 1 500 balles dans une paire de pompes, mais que les dites pompes c'est du 40 et quelque chose du 36, elle pourra faire ce qu'elle veut, mais non, ça ira pas. Ensuite, chez quel sellier est-il possible de faire modifier les selles si le cheval évolue physiquement? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on appelle par faire modifier une selle. Par exemple, je sais que un sellier français qui est très à la mode en dressage actuellement vend une selle modifiable, mais pour lui, une selle modifiable, c'est une selle dont on change l'arçon, donc c'est une opération qui va coûter 850 € par exemple, pour faire modifier un arçon. Alors que modifier une ouverture de garrot chez Wintec, ça coûte 25 €, un tournevis et quelques jurons. Que pensez-vous des selles Trekker? C'est des selles sans arçon, donc ça dépend. De façon générale, j'aime pas du tout leurs taquets, qui sont très mal faits pour le cavalier. Au niveau des chevaux, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Alexandra, quelles sont pour vous les solutions pour les chevaux qui ont des dos qui ne sont pas droits, dos descendant ou montant? Là, il faut savoir déjà définir si c'est conformationnel ou postural.
Est-ce que ça vient d'un problème de musculation du cheval ou est-ce qu'il est effectivement fait comme ça? Et après, ben, il faut être particulièrement doué en équilibrage et savoir gérer une selle correctement. Alors attention pour les chevaux qui sont dans un équilibre qui n'est pas horizontal. C'est d'autant plus compliqué de les sceller que si on met une selle qui a été conçue pour un cheval fait en montant sur un cheval en descendant, on ne pourra jamais aller contre la conception fondamentale de la selle. C'est-à-dire que la selle, quand elle a été conçue par le fabricant, elle répondait à un projet. Une selle de dressage qui aura été conçue pour répondre au projet d'un cavalier de haut niveau, donc un cavalier qui sait amener un cheval vers le rassemblé et créer un équilibre montant, surtout s'il a des chevaux qui déjà sont sélectionnés génétiquement pour l'être dans leur conformation, on ne pourra jamais la mettre sur un cheval de loisir qui n'est pas travaillé et qui est fait en descendant. Ça n'ira pas. Elle n'est pas conçue pour un cheval équilibré de cette façon-là. Et c'est l'inverse pour une selle western, par exemple. Les quarter horse sont des chevaux qui sont faits en descendant. C'est leur équilibre naturel. Ça vient de ce pourquoi ils ont été sélectionnés, à savoir le tri du bétail. Quand on les voit travailler en roping ou en cutting, ils ont l'avant-main qui est hyper basse. Si on met ces selles-là sur un cheval qui est fait en montant, on va contre la conception même de la selle. Donc, il faut un minimum de cohérence entre le choix du cheval par rapport à l'utilisation qu'on en fait et le choix de la selle par rapport au cheval qu'on choisit. Selle taureau goutte synthétique, bah, j'aime bien, mais pas tous les modèles. Moi, j'en vends, hein, mais je les vends pas tous. Et ça dépend vraiment des gens. Ça dépend des chevaux. Pour moi, il y a des chevaux qui ont des dos à Wintec et des chevaux qui ont des dos à taureau good. Voilà. En gros, si je peux pas sceller un cheval chez une marque, je le scellerai chez l'autre. Selle Star Trek modulable. Pardon? Non, tu disais? Cette question-là, d'accord. Alors, que pensez-vous des selles Star Trek qui sont modulables? Les selles Star Trek, c'est des selles sans arçon. Voilà. J'en pense la même chose que pour toutes les autres sans arçon. Constance, j'aurai quelques personnes à qui donner votre numéro. Alors, donnez-leur plutôt l'adresse de mon blog pour que déjà ils aillent se renseigner un petit peu sur la question. Parce que j'ai peur de voir mon répondeur exploser. Lydie, finalement, acheter une selle pour un enfant, en avoir une toujours en bon état, quel que soit le poney, n'est pas judicieux? Bah non. Alors, ça dépend pourquoi, hein, mais si c'est une selle pour un gamin qui monte en club et qui monte plusieurs poneys, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'entre un Welsh assez fin et un Potioc tout rond, on ne pourra pas faire fonctionner la même selle sur des poneys différents. Et le problème, c'est que non seulement on risque de faire mal à des poneys de club, qui ne sont pas les nôtres, mais en plus, la selle ne va pas se poser de la même façon, donc le gamin, il va pas ressentir la même chose dans une même selle selon le cheval sur laquelle on va la poser. Donc non, c'est pas forcément une bonne option. Sophie, quelle selle pour les chevalerons avec un garrot noyé style Haflinger pour éviter que la selle ne tourne? Vaste question. Ça dépend du cavalier, ça dépend du budget qu'on veut y mettre. Ça dépend de la raison pour lesquelles la selle tourne. Est-ce que c'est parce que le cheval il est vraiment rond avec un garrot noyé ou il est obèse et auquel cas il faut qu'il fasse un petit régime? Ça arrive aussi. Sachant qu'il n'y a pas qu'une question de selle, il va y avoir le choix du tapis et de la sangle qui sont hyper importants. Romane. Les selles Tecna, dressage et amortisseur gel. Alors, amortisseur gel, j'aime pas du tout, parce que ça amortit pas. Les selles Tecna, c'est pas mal, mais encore une fois, ça dépend. J'ai pas d'avis particulier sur cette marque. C'est plutôt pas mal conçu. Après, j'avoue que je la connais pas trop, parce qu'elle est pas forcément très évidente à adapter sur les chevaux. Marie-Laure.
Ma jument réagit de manière parfois vive, voire violente au moment où je la selle. Je crains que ce soit un signe de la part. Pourrait-elle se révolter contre une douleur au niveau de la selle? C'est-à-dire que les chevaux sont pas cons, hein, fondamentalement. Donc, si elle a associé la selle à une douleur, soit c'est que la selle en elle-même lui fait mal, soit c'est que le fait de la monter lui fait mal, ou alors c'est qu'elle a un problème de santé. Ça peut être des causes de réactions violentes, j'en ai vu plein. C'était une côte fracturée, c'était un conflit de processus épineux, c'était des ulcères à l'estomac, c'était un gros feignant qui avait juste pas envie de bosser, qui avait compris qu'il faisait peur à sa cavalière. Et évidemment, c'était des selles inadaptées. Donc, sans connaître le cheval, on peut juste lister un certain nombre de symptômes et de causes probables sans pour autant donner de réponse concluante. Tu voudrais peut-être... Alors, ensuite, Florence, les chevaux ronds, quelle selle? Voilà, j'ai répondu tout à l'heure. Aurélie, quid de la technologie Gaston Mercier? Je ne sais pas ce que c'est, la technologie Gaston Mercier. Je ne sais pas s'il a une technologie particulière. Après, c'est une conception de selle tout à fait spécifique qui correspond à certains chevaux, qui ne correspond pas forcément à d'autres. Voilà. C'est à voir. Charlotte, enfin, les selles de club ne sont pas forcément adaptées. Ça dépend. Si les poneys ont la chance d'avoir un moniteur qui travaille avec moi, en général, il y a des chances pour que ça le soit, mais non, c'est évidemment pas la majorité. La sangle en Y est-elle un vrai progrès dans le maintien de la selle? Non. Non, franchement, non. Les tapis de Montacru, ça touche le dos, il y en a qui sont corrects. Oui, forcément, ça touche le dos. Ça touche le dos. Ça vient en contact sur le processus épineux, oui. Mais le problème du processus épineux, c'est les cisaillements qui sont en fait causés par les appuis du cavalier dans les étriers. Ce tapis de Montacru, ça s'utilise sans étrier, donc il n'y a pas de souci, a priori. Comment trouver Maëlie, comment trouver un saddle fritter? Tiens, c'est rigolo ça, un saddle fritter. Y a-t-il un site regroupant les adresses des professionnels? Ça se passe niveau localisation? J'aimerais faire appel à quelqu'un, sachant que je suis dans le 35. Alors, avec plusieurs collègues, on a monté une association qui s'appelle l'association EASE. Ça s'écrit E-A-S-E. Ça veut dire ergonomie appliquée à la sellerie et à l'équitation. Et donc, c'est un groupement de professionnels en constitution qui travaillent dans un esprit de saddle fitting et d'ergonomie et qui veut promouvoir les bonnes pratiques en sellerie avec un bon conseil pour les cavaliers. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur le site de l'association EASE. Ça s'appelle asso-ease.com de mémoire. Voilà. Après, tous les saddle fitters de France ne sont pas dessus. Seuls sont répertoriés ceux qui se sont acquittés de leur cotisation. C'est le principe d'une association. Florence, pour acheter une selle, il faut être aidé. C'est préférable si vous ne savez pas exactement ce que vous recherchez et pour vous et pour le cheval. Vous pouvez avoir de la chance et faire de vous-même, soit par hasard, soit en toute conscience, un très bon choix. Mais de façon générale, j'avoue que même moi, avec mes connaissances et tout, le jour où j'ai décidé d'acheter mes selles, j'ai demandé à un collègue de passer vérifier mon choix et de me voir à cheval. Parce qu'une selle, ça se choisit pour le cheval, mais ça se choisit aussi pour le cavalier. Et ça se choisit pour le couple. Audrey, on parle assez peu de sangle, mais j'imagine qu'elle a une importance dans le confort du cheval. Un conseil à ce sujet? Oui, bien sûr, la sangle, ça a un grand intérêt. Alors là, j'ai pas le temps vraiment de développer, mais j'ai écrit un article sur mon sujet. Donc sur YouTube, sur Google, vous tapez saddle fitting sangle, vous tomberez sur un article sur lequel je détaille un petit peu toute la question. Cassie, selle prestige Athéna comme selle loisir pour dos court et rond, la selle scout de Steuben est trop longue. Elle n'est pas forcément plus courte, donc je sais pas. Mais c'est pas qu'une question de longueur, hein. Il y a vraiment tout un
tout un tas de paramètres à prendre en compte. Après, je ne sais pas, parce que vous insistez vraiment sur la longueur du dos de votre cheval, je ne sais pas dans quelle mesure le dos est vraiment court, mais vous avez l'air de bien galérer, donc il vaudrait mieux faire appel à quelqu'un de compétent. Ah, merci Sophie pour l'association. Voilà, voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour des questions. Ah, voilà, Florence, je mets un fourreau en moumoute autour de la sangle lesbien. Bah, ça dépend, pourquoi. Si c'est parce que le cheval il blesse, ça peut être une réponse, mais c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Ça dépend de la sangle qu'on met dedans. Il y a des sangles avec lesquelles ça peut être nécessaire, surtout si la sangle elle est trop rigide et très dure ou craquelée, mais si on a un cheval avec des tissus particulièrement sensibles, mais c'est pas forcément pour éviter toute blessure. Bah, si le cheval est sujet aux blessures, ça peut aider. Mais bon, les randonneurs vous diront que plutôt que le mouton, ben, la chambre à air, c'est mieux. Voilà. Avec un peu de vaseline. 40 cm, même avec une saddle fitter, on n'a pas trouvé. Bah ouais, mais 40 cm comment? 40 cm creux, 40 cm long, 40 cm en montant, en descendant, avec un rein fort, un rein faible, un muscle, pas de muscle, quel garrot? Ça dépend. C'est pas le seul paramètre. L'importance du tapis, ce n'est pas juste pour protéger le cuir de la selle. Alors non, c'est pas juste pour protéger le cuir de la selle, parce que le cuir, à même le dos du cheval, c'est pas forcément hyper agréable, ça génère des frottements. Donc le tapis, c'est quand même là pour absorber une partie des frottements. Tapis anatomique, bah anatomique. Alors le concept d'anatomique, c'est un truc marketing génial. Dans la vraie vie, ça veut tout dire et rien dire. Parce que quelque chose d'anatomique, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été réalisé en se basant sur des mesures et des mensurations prises sur une conformation particulière. Seulement, moi, avec mon gabarit, si j'essaie de m'habiller avec le jean anatomique d'une mannequin anorexique, ce ne sera pas du tout anatomique pour moi, ce sera complètement contre-productif. Florence, c'est quoi un saddle? Bah, saddle en anglais, ça veut dire selle. Alors j'imagine que la question, c'est saddle fitter. Un saddle fitter, c'est un ergonome équin. Dans la lignée des tapis, back on track. Bon, back on track, c'est intéressant par rapport aux matériaux. Le tapis en soi est plutôt pas mal coupé. Mais après, en tapis, je suis pas sûre que ce soit vraiment intéressant. Moi, je l'utilise en couvre-rein pour échauffer le dos. Voilà. Bon, il est 22h15. J'ai des obligations personnelles et familiales à aller remplir maintenant. Donc, je vais vous laisser là pour ce soir, mais je pense qu'on va refixer une date pour continuer et puis pour développer la question qu'Alexandra vient de poser maintenant. Pouvez-vous nous donner les points à vérifier pour savoir si une selle est adaptée ou pas? Parce que là, il y a eu tellement de questions que j'ai pas eu le temps de répondre à ça. Oui. Donc, ce sera l'objet d'une autre conférence. De ta présentation, d'ailleurs. Pardon? Tu n'as même pas eu le temps d'aller au bout de ta présentation. Et non. Donc, on ne va pas l'envoyer tout de suite. Hein, on va dire ça à Claire. On ne va pas la mettre en dispo tout de suite. Comme ça, et ben pour la voir, vous serez obligé de tout venir. Ils doivent venir à la prochaine conférence. Mais voilà. Je peux dire à Marie-Laure, ça va être organisé. Hein, c'est juste une histoire de... Oui, donc on va trouver une date avec Claire. Et voilà. Et puis, et vous serez tous informés, bien sûr, de la nouvelle date. Absolument. Mais moi, je souhaite bonne soirée à tout le monde également. Je présente toutes mes excuses pour le PowerPoint qui saute. Hein, et Dieu sait pourtant que le CSO n'est pas ma discipline de prédilection. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci Sophie. Et puis, à très bientôt. Ouais. J'ai mis vraiment un grand remerciement, une bonne soirée à toi. Et je serai moi aussi très, très heureuse de te revoir la prochaine fois. Eh ben, merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'être là ce soir.
À très bientôt et bonne fin de soirée. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous.